Bonjour, bienvenue, merci d'être là. On est vraiment allô? On est vraiment contente de s'associer avec le CAVA en fait pour offrir cette petit atelier qui se veut tu sais, très casual, puis tu sais, pas décomplexé, là, qu'on peut poser des questions, puis on se sente à l'aise. Euh, je vais juste commencer parce que dans le fond, même si on se rend compte de façon virtuelle, tu sais, on est tous à des endroits différents en ce moment. Mais nous, on veut juste reconnaître que la maison, on se trouve sur le territoire visé par le traité numéro 1, puis que les terres sur lesquelles on est réunis en ce moment, en fait, nos espaces physiques font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Ininewu, Inisininewuk, Dakota, Ayot, Dennesulene et la patrie nationale des Métis de la Rivière-Rouge. On reconnaît que l'oppression historique est exercée notamment par les colonisateurs francophones sur les territoires, les cultures et les premiers peuples de ce qui est appelé aujourd'hui le Manitoba et dans une échelle plus grande aussi le Canada. À la maison, on croit que les arts contribuent au processus de guérison puis de décolonisation dans lequel on poursuit ensemble, on le poursuit dans un esprit de réconciliation puis de coopération. Puis on veut juste reconnaître aussi que notre eau provient de la Première Nation de Shoal Lake 40, qui est située sur le territoire du traité numéro 3, qui jusqu'à tout récemment n'avait pas accès à l'eau potable. Fait que c'est ça, on vous invite aussi, toutes et tous, à prendre le temps d'en apprendre plus sur les territoires sur lesquels vous résidez, puis de vous mobiliser aussi face aux enjeux qui touchent particulièrement les peuples autochtones. Fait que c'est ça, comme je disais, on est vraiment contente de pouvoir offrir cet atelier en ligne dans nos bureaux virtuels sur Air ouverte. Loan a déjà parlé en fait un peu de housekeeping par rapport à la plateforme, mais c'est ça, les options de vidéo puis de micro, là, tout le monde fermé leur micro, fait que c'est super. On va s'assurer que l'enregistrement a une bonne qualité d'audio. Il y a juste quelqu'un qui se connecte, je pense. Je vais laisser arriver. Fait que ça, comme je disais tantôt, ça va être assez relax aujourd'hui. Fait que n'hésitez pas à m'interrompre aussi si jamais vous avez des questions pendant que je présente. Je vais avoir des petites diapositives puis on va parler, mais moi je ne vous verrai pas en fait. Fait que n'hésitez pas à juste ouvrir votre micro puis poser une question si vous avez besoin de clarification sur les choses dont je parle. Puis il va aussi avoir une période de questions à la fin. Fait que, si c'est des questions qui ne sont pas liées à ce que je parle spécifiquement, vous pouvez les garder pour la fin pour qu'on pourra en discuter à ce moment-là. Quoi d'autre? Euh, je vais commencer, je vais partager mon écran. Et ça sera pas bon. Ici. Est-ce que vous pouvez bien voir? Oui, on peut. Super. OK. Est-ce que vous voyez bien? Parce que je vous vois pas. Oui, oui. OK, génial, super. Donc voici, on se lance. Je vais juste me présenter rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille, Camille Zoé Valcourt-Sinat, c'est mon nom au complet. Je suis artiste visuelle, puis je suis aussi administratrice et gestionnaire de galerie pour la Maison des artistes visuels francophones qui est à Winnipeg, au Manitoba. J'ai fait des études en art à l'Université Concordia à Montréal, puis aussi à l'Université Lanscade à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de travailler avec quand même quelques centres d'artistes et galeries depuis que j'ai terminé mes études. Puis dans ma propre pratique, je travaille sur des projets d'exposition, des performances, des projets interactifs aussi, puis participatifs. Puis je suis encore en train d'apprendre comment faire certaines choses. Fait que je pense pas du tout que je suis une experte, mais je suis intéressée à vous partager mon expérience, puis ce que moi je sais à date. Toujours en train d'essayer d'en apprendre plus, puis me professionnaliser aussi. Puis c'est ça, en fait, je vois vraiment ces deux chapeaux-là comme une façon pour moi, de devenir une meilleure artiste aussi, de voir quoi faire, quoi pas faire, à travailler dans le contexte des centres d'artistes. De l'autre côté, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre là-dedans, des bonnes pratiques, puis des choses à éviter, puis des choses qu'on peut faire pour rendre la vie plus facile aussi, les gestions de travail, puis que ça soit plus agréable. C'est ça. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de couvrir des choses assez de base dans la présentation professionnelle de vos œuvres. C'est beaucoup des choses qu'on apprend en les faisant. Fait que,
aujourd'hui, je pense que c'est comme de mettre la puce à l'oreille sur des choses, tu sais, des fois, le planifier pour y réfléchir avant, bien, ça fait en sorte que quand on est dedans, puis qu'on est peut-être on est stressé ou on est pris avec le temps, tu sais, des fois, les périodes d'installation, des choses comme ça pour les expositions, ben, c'est assez stressant. Des fois, ça peut être assez rapide. Fait que de se préparer le plus possible pour faciliter ces moments-là, puis surtout dans les premières opportunités justement de présentation, tu sais, ça peut être assez stressant. C'est très normal. Fait que, c'est juste pour s'aider un peu en se préparant d'avance. Donc, quelque chose à considérer en fait même avant la présentation de vos œuvres, c'est quand vous en de créer, quand vous en de développer un corpus ou une série, de vraiment penser au système d'accrochage, de comment est-ce que vous allez installer vos œuvres une fois qu'elles sont terminées. Puis ça, en fait, ça peut même être dans le design de l'œuvre en tant que telle. Si je pense à des œuvres qui sont un peu plus sculpturales ou qui utilisent des matériaux. Je pense par exemple à de la céramique, une œuvre en céramique qui est installée au mur. Ben, des fois, même dans le design de l'œuvre, on peut vraiment réfléchir au système d'accrochage puis l'intégrer dans la fabrication de l'œuvre aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose à considérer dans votre processus créatif. Moi, j'aime toujours penser que l'œuvre, justement, n'est pas terminée tant que le système d'accrochage n'est pas résolu, puis testé, puis complété. Euh, Quelque chose de super important aussi avant de présenter vos œuvres, c'est de les documenter. Ça, c'est vraiment pour plein de raisons que je peux énumérer un peu, mais ben, pour votre portfolio, pour même à des fins d'assurance, s'il y avait quelque chose qui arrivait dans le transport de l'œuvre ou à l'exposition, si jamais il y avait un vol, des choses comme ça, on ne souhaite pas ça, mais le fait d'avoir une documentation et d'être préparé, ben, ça fait en sorte que ça facilite la façon de gérer ces situations-là. Et aussi, c'est ça, en fait, vous allez avoir besoin de la documentation aussi pour faire la promotion de l'œuvre, pour votre portfolio, pour appliquer à des futures opportunités d'appel de dossier, des demandes de subventions, des résidences, des choses comme ça. Fait que c'est super important de documenter. Parce qu'une fois que si vous la vendez, ce que je vous souhaite, ben, vous l'avez plus après. C'est super crucial de, de faire ça comme pratique et de vraiment l'intégrer. Ça peut être assez simple. Là. Des fois, ben, même une photo avec un téléphone est mieux qu'aucune photo. Euh, Vous n'avez pas nécessairement besoin d'engager un ou une professionnelle pour documenter vos œuvres. Mais règle générale, c'est de penser d'avoir un éclairage qui est soit naturel ou soit juste une source de lumière pour pas qu'il y ait une espèce de compétition entre une lumière froide et chaude. Avoir un fond qui est clair, qui est blanc, uni. Prendre des détails aussi de l'œuvre. Si c'est une œuvre 2D, avoir des vues de face, mais si c'est une œuvre 3D, d'avoir plusieurs vues, plusieurs angles. C'est des choses assez de base, mais je suis sûre que vous pourriez vous lancer dans des formations ou en apprendre plus là-dessus sur la documentation d'œuvres. Je ne vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui, mais juste un petit chose à garder en tête qui est super important de faire avant de présenter vos œuvres. Puis on parlait tantôt du système d'accrochage, mais il y a comme tellement d'options de système d'accrochage. Je peux juste en nommer quelques-uns aujourd'hui, mais dépendamment aussi, c'est ça, si vos œuvres sont encadrées ou pas, ça va faire des différents systèmes d'accrochage, puis ça peut peut-être faciliter l'accrochage si elles sont encadrées, avec des œillets, comme on voit ici. Mais c'est ça, en tout cas, il y a toute la question d'encadrer ou pas encadrer vos œuvres, là, ça vient avec des dépenses, ça vient avec aussi, pour compliquer un peu l'expédition des œuvres. Si vous les expédiez après, c'est plus fragile, c'est plus gros, tout ça. Il y a aussi plein d'options, en fait, pour afficher puis installer vos œuvres si c'est juste, mettons, une impression ou une photographie qui serait juste, qui serait pas encadrée. Comme ici, on voit les aimants, qui est une super belle option pour des types de formats comme ça, qui sont juste comme papier, puis c'est assez minimal. C'est très simple, en fait, c'est juste avec une vis que vous allez mettre en arrière, puis l'aimant va coller sur la vis. Fait que c'est une façon d'avoir une installation qui est comme c'est très propre, puis c'est minimal. Euh, Sinon, c'est ça, il y a des pinces, il y a comme plein de différentes options aussi pour les supports qui sont pas encadrés. Fait que c'est vraiment pas. Puis des fois, en fait, les œuvres
demande pas nécessairement à l'être, là, fait que ça dépend vraiment de vous et de ce que vous faites. Il y a aussi le French Click, que je suis pas certaine en français c'est quoi, mais ça, on a un artiste euh, qu'on aime beaucoup, qui était en fait, qui était technicien avant à la maison des artistes, qui, lui, il tripe vraiment là-dessus, sur ce système-là, parce qu'il fait des peintures, il travaille sur des peintures qui sont sur de l'aggloméré. Fait que c'est vraiment juste une plaque de bois. Fait que, tu sais, ils se pensaient à des façons d'installer ça au mur. Mais avec le French Creed, ici, c'est juste, dans le fond, euh, c'est deux morceaux de bois qui vont juste comme s'insérer un sur l'autre. Puis ça fait en fait que c'est comme si ça flotte. Dans le fond, l'œuvre flotte du mur. C'est très. Ça a l'air super professionnel. C'est juste un petit peu plus élaboré, je pense, à mettre en place. Mais ça peut être une belle option aussi si ça fonctionne avec le type de médium que vous travaillez. Puis c'est ça aussi pour des œuvres qui sont plus sculpturales, ben, il y a toujours des socles. Puis souvent, les galeries ou les centres vont avoir des socles que vous pouvez utiliser, ou des tablettes. Il y a plusieurs options. Fait que c'est vraiment juste de réfléchir à ce qui fait du sens avec vos œuvres puis avec l'installation que vous voulez faire. Maintenant, pour l'emballage des œuvres, euh, il y a plein de. Ça dépend aussi du contexte encore. Puis, si, mettons, vous amenez vous-même une œuvre à la galerie, ben, c'est pas le même type d'emballage que si vous l'envoyez à à l'autre bout du pays. Mais, règle générale, moi, je dirais de toujours réutiliser le plus possible ce que vous avez déjà. On reçoit toutes des choses par la poste, puis des emballages. Moi, j'ai vraiment pris une habitude de juste garder, j'ai une sorte de sac que je garde toutes les emballages souvent justement de plastique, papier bulle, ces choses-là qui sont pas, qui se recyclent pas de toute façon, et pouvoir les réutiliser quand vient le temps, quand c'est mon temps à moi d'envoyer quelque chose, ou de l'emballer, c'est ça, pour l'expédier. Puis ça fait aussi, ben, ça réduit vos coûts, c'est parce que c'est assez dispendieux, surprenamment, ben, on disait les arrachés d'emballage, là, les petites peanuts, là, les packing peanuts, c'est assez cher quand on en achète comme ça, mais moi, c'est ça, j'essaie de toujours réutiliser ce que je reçois pour limiter, c'est ça aussi, l'impact environnemental aussi de ma pratique. Puis c'est ça, pour l'emballage, je pense que c'est vraiment de garder en tête, toujours avoir l'intégrité des œuvres en tête, fait d'être vraiment plus, plus prudente que pas assez, d'emballer. Là, on avait la boîte de carton, mais comme une technique qui peut être bien, pour peut-être des œuvres plus sculpturales, qui seraient dans une boîte, ben, de faire comme deux boîtes. Fait qu'on peut emballer l'œuvre dans une boîte plus petite, puis remplir une plus grande boîte d'emballage, de papier, de carton qui vient tout remplir cet espace-là, puis d'avoir comme ces deux niveaux-là, en fait, vont comme protéger encore plus l'œuvre. Puis en règle générale aussi, c'est juste de limiter la friction, puis le mouvement. Là, vous voulez vraiment essayer de tout remplir l'espace, puis qu'il n'y ait pas de le tester, c'est tester là vous-même, juste pour que c'est ça bouge le moins possible, puis ça va vraiment limiter les potentiels problèmes qu'il y aurait après ça. C'est toujours super important, c'est ça, d'identifier bien ben, l'œuvre en tant que telle, là, de mettre l'information de c'est quoi, mais aussi sur la boîte, est-ce que c'est fragile, s'il y a un côté qui doit rester debout, de l'indiquer clairement. Euh, c'est ça pour ça. Puis c'est ça, là, on va se lancer dans comme l'expédition des œuvres. Une fois que vous êtes prête, il y a plusieurs options, en fait, ça dépend aussi de votre contexte, là, mais moi, ça m'est arrivé justement d'envoyer une œuvre dans une autre province pour une exposition de groupe, mettons. Puis, c'est surprenant, en fait, avec Post Canada, des fois, ça peut être vraiment euh, correct comme frais, là, dans le fond. C'est surprenant, en fait. Fait que, ça vaut la peine de faire un peu des recherches, puis de voir. Des fois, ils ont des. Ce que j'aime beaucoup, c'est les boîtes comme standard qui vendent, qui sont comme préaffranchies. Puis souvent, si vous avez des petites œuvres, ça peut être vraiment avantageux d'utiliser ça, en fait, au lieu de faire vous-même votre boîte, puis d'après ça, de payer, ben, ça va être selon les tailles, puis ça, mais ça vaut la peine de regarder un peu leur standard, c'est quoi, pour vous assurer que vous rentabilisez vos expéditions.
Fait que j'ai nommé, il y a Post Canada, il y a aussi FedEx puis Rolllever qui sont comme des options. Fait que on peut voir en ligne puis avoir des estimés de qu'est-ce qui fait du sens, dépendamment ça va où, puis tout ça. Puis c'est ça, en fait, là, j'en ai mis Packard puis FYM, que moi, je connais, mais Loan m'a mentionné que c'est spécifique au Manitoba, je pense. Puis, en fait, Packard est une compagnie qui se spécialise dans l'expédition d'œuvres d'art. Fait qu'ils ont des camions que la température est contrôlée, c'est des environnements contrôlés pour l'humidité, puis c'est ça, la chaleur. Puis ça, c'est vraiment, en fait, plus, ça s'appelle peut-être pas dans votre contexte maintenant, mais souvent, ça va être les musées ou les plus grosses institutions qui vont travailler avec ces compagnies-là qui sont vraiment spécialisées dans l'expédition, puis comme c'est des professionnels qui vont bouger vos zones. Fait que vous êtes sûr que c'est vraiment sécuritaire, mais ça vient aussi avec un prix qui est assez exorbitant des fois. Puis c'est ça, peut-être qu'un jour, vous travaillerez avec ces compagnies-là, puis je vous le souhaite, dans un contexte justement où si les institutions ben, ont un budget pour ça, ben, c'est super parce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de problème ou que c'est vraiment des gens ils comprennent qu'est-ce qui bouge, fait qu'ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de bris puis que qu'ils s'en occupent bien. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai utilisé surtout Post Canada, j'ai pas eu de problème. J'ai entendu des gens qui ont eu des plus mauvaises histoires, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça surprenant à quel point c'est quand même une vraiment belle option. Euh, c'est ça que j'avais à dire pour. Peut-être rajouter un petit pour Oui, FYM. Tout wow. dépendant où vous habitez, peut-être vérifier parce que je sais qu'eux ont des routes, disons, préétablies. Donc, si vous les appelez quand même assez d'avance, puis vous pouvez demander quand est-ce qu'ils passent, par exemple, à Edmonton. Donc, eux, ils ont des routes où ils vont partir de Vancouver, puis ils vont se rendre jusqu'à Halifax. Donc, c'est vraiment de trouver le bon moment où ils passent par votre ville. Donc, il vaut mieux toujours les prévoir plus d'avance qu'à la dernière minute parce qu'ils ne passent pas nécessairement à tous les jours ou même toutes les semaines. Ouais, merci, Luan. C'est vraiment un bon point. C'est ça, en fait, qu'il faut juste se prendre d'avance pour ça. Ben, surtout si on travaille avec des compagnies qui se spécialisent dans l'expression d'œuvres, là, parce que c'est vrai, c'est ça, ils ont des parcours, puis c'est ça, ça peut être comme très long. Si vous tombez, tu sais, s'il vient juste de passer, mettons, ben, ça peut être plus long. Mais même avec l'expédition, avec de d'autres façons, c'est vrai que c'est super important de se prendre d'avance parce que ça peut être surprenant le temps que ça prend. Euh, on va passer juste à l'installation maintenant. Mais là, ça dépend aussi du contexte dans lequel vous êtes. Si c'est vous qui installez vos œuvres pour une exposition, ben, vous avez peut-être un peu plus de marge de manœuvre puis de jeu. Fait que vous pouvez tester l'installation avant la présentation officielle si vous le voulez, ou vous pouvez aussi le faire pendant l'installation. Mais quand c'est pas vous qui gérez l'installation de vos œuvres, c'est absolument très important d'avoir un devis que vous envoyez avec l'œuvre quand vous l'envoyez ou quand vous allez la porter à la galerie. Avoir un devis d'installation qui explique un peu ben, qu'il y a peut-être juste des étapes simples de comment l'installer, puis peut-être un croquis ou un dessin de comme c'est quoi votre vision, comment est-ce que vous voyez ça. Parce que c'est ça, en fait, ben, ça fait partie de votre travail comme artiste de, d'avoir pensé à ces choses-là, puis d'avoir. C'est vous, dans le fond, qui êtes expert de comment l'œuvre doit être présentée. Fait que on ne veut pas s'improviser, l'installer n'importe comment. Puis aussi, des fois, si c'est une œuvre qui est plus abstraite, ou des fois, on ne sait pas c'est quoi le sens de l'œuvre. Fait que ouais, elle se met de quel côté. Fait que c'est super important, justement, d'avoir comme une instruction claire. Puis, c'est ça, une image, de comme ça a l'air de quoi quand elle est installée. Se tester l'installation avant, ça peut être l'air comme intense de faire ça, mais euh, c'est en fait ce serait comme suggéré, surtout si c'est, mettons, une installation que vous n'avez jamais faite, c'est une pièce qui est nouvelle, mettons, si vous travaillez avec des matériaux différents, quelque chose de plus lourd, ou une installation qui est un peu plus élaborée. Moi, je dirais que c'est une super bonne façon ben, de s'assurer, en fait, que c'est viable comme façon d'installer. Toutes les vis et systèmes d'accrochage ont aussi des poids, il va y avoir les informations, mettons, là, je parle comme si vous allez installer quelque chose de super lourd, mais
même juste de suivre, est-ce que c'est une vis, est-ce qu'il y a comme c'est une vis papillon cube dans le mur pour qu'il y ait plus de soutien, est-ce que tu sais quel type des ancrages, des choses comme ça, comme, c'est sûr que c'est important de le tester, puis de suivre ces recommandations-là. Puis c'est ça, en fait, justement, par rapport à la quincaillerie que vous allez utiliser, c'est quoi que ce soit qui n'est pas genre une vis standard. Moi, je dirais que c'est une très bonne pratique d'inclure la quincaillerie avec votre œuvre quand vous l'amenez. Puis d'en inclure plus que pas assez. C'est comme si jamais, justement, tu te prends mal, puis tu vis, puis je sais pas, là, ta vis brise, t'en as une autre en backup. Parce que c'est ça, justement, c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir c'est quel type de quincaillerie. Puis comme toutes les galeries n'ont pas nécessairement tous les types de systèmes d'accrochage ou de petites vis ou d'ancrage que vous avez besoin. Fait que c'est vraiment idéal d'inclure ça avec votre œuvre quand vous l'amenez ou quand vous l'envoyez. Puis ça, en fait, aussi de l'emballer séparément de l'œuvre pour pas qu'il y ait de problème aussi, si jamais ça venait à endommager votre œuvre, si jamais une vis qui passe au travers, on veut pas ça. Fait que d'être vraiment encore là, s'assurer que l'intégrité de l'œuvre demeure, puis d'avoir vraiment, c'est ça, plus que pas assez, de juste s'assurer que c'est secure. Je sais pas si. Ouais, je pense que c'est bien. Là, j'avais un point sur la vente et le prix des œuvres. Puis là, c'est ça, je vais faire mon petit disclaimer. C'est pas. On préfère un atelier au complet là-dessus. Puis, moi, c'est vraiment pas mon expertise, la vente. Puis, parce que dans ma pratique à moi, je fais pas vraiment des œuvres qui sont, qui sont commercialisables même, là, souvent. Fait que bref, je le dis là. Mais, juste pour vous donner peut-être juste des petites pistes puis des choses à considérer, règle générale, la majorité des galeries vont prendre une part sur la vente des œuvres, mais informez-vous avec eux, c'est quoi. Souvent, ça va être comme entre 20 et 50% du prix de vente. Fait que moi, je vous conseille vraiment d'ajuster en fonction du contexte vos prix. Si vous faites une vente à votre atelier avec quelqu'un que vous connaissez et que c'est direct avec cette personne-là, versus si c'est avec une galerie qui va prendre 50% du prix de vente, mais c'est sûr que c'est pas, c'est pas la même chose. Fait que c'est ça, de considérer le contexte avant de déterminer vos prix. Il y a aussi d'autres choses à considérer, ça serait le coût des matériaux pour créer le coût des espaces ou des équipements spécialisés nécessaires. C'est une bonne façon de réfléchir. C'est comme vous questionner si demain je devais refaire cette œuvre-là au complet, ça coûterait combien? Genre, c'est quoi qu'il faudrait que je fasse? J'ai besoin d'accès à quel équipement? Ça me prend combien de temps? Des choses comme ça. Une autre C'est ça. Une autre chose à considérer, justement, c'est le nombre d'heures que vous avez investi dans la création d'une œuvre. Puis, c'est pas toujours réaliste en même temps d'avoir un taux horaire, mais ça peut vous donner un peu une idée, ça pourrait être une fourchette de prix peut-être ou un prix de départ. Par exemple, si c'est comme 12 heures à 30$ de l'heure, c'est déjà 360$ juste de votre temps. C'est de voir aussi, des fois, les taux horaires, ça fait pas nécessairement de sens parce que ça serait une œuvre des fois à 10 000$. Tu sais, comme en tout cas, fait que c'est à vous de voir ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment de formule. C'est genre malheureux, puis j'aimerais ça pouvoir dire, tu sais, divisé par ça, puis fois ça, puis ça vous donne le prix, mais c'est vraiment plus complexe que ça. Un autre élément à considérer aussi, c'est où vous en êtes dans votre carrière, puis votre historique de vente. Si vous êtes artiste émergent ou mi-carrière ou plus établi, si vous n'avez jamais vendu d'œuvre ou si vous avez vraiment un historique robuste de vente, c'est sûr que c'est pas la même chose. Puis aussi, en général, si vous vendez régulièrement puis que votre carrière continue de progresser, vos prix devraient augmenter d'année en année. C'est une règle générale, ça serait que ça ne va jamais baisser, ça va toujours augmenter. Fait que c'est de penser à ça aussi, si à un moment donné, vous voulez. Quand vous décidez de vos prix, vous ne pouvez pas vraiment les baisser. Fait que c'est ça, considérer ça. C'est ça. Comme j'ai dit, mes connaissances à moi sont un peu limitées, mais parlez-en à vos pairs qui font partie des réseaux peut-être plus commerciaux ou qui ont des pratiques similaires aux vôtres, parce que c'est très différent selon la peinture, peut-être l'impression, la sculpture. C'est sûr que c'est pas des prix qui sont les mêmes non plus, puis c'est pas vraiment comparable. Fait que vraiment, parlez-en autour de vous, puis échanger avec les autres artistes dans votre communauté.
OK, on est à la fin, on arrive à la fin. Les communications, j'ai mis ça comme communication, c'est un peu vague. Mais on va revenir en fait aux images que je parlais au début, de documenter l'œuvre. C'est là que ça va vous servir en fait aussi pour communiquer avec le présenteur, en fait, la galerie, le centre d'artistes, le musée peut-être avec lequel vous présentez. C'est comme, ce serait vraiment une bonne pratique en fait de toujours envoyer une photo de l'œuvre que vous exposez à la galerie ou au centre avec les gens avec qui vous travaillez où ça sera exposé. Euh, la photo et les informations détaillées qui viennent avec ça. Fait dans le fond, toutes les informations liées à l'œuvre, l'année de création, les dimensions, les matériaux, le prix si applicable, la valeur aussi. Vous allez peut-être vous faire demander, mais si vous l'incluez, ça peut déjà être faciliter le travail des gens dans les galeries. C'est juste souvent, justement, pour des raisons d'assurance, ben, on va demander des estimés de la valeur des œuvres. Fait que ça, c'est des bonnes informations à inclure avec la photo. Puis surtout, si vous envoyez plusieurs œuvres, c'est super important d'avoir comme une espèce de un tableau ou une charte, une façon de comme identifier toutes les œuvres pour que ben, on n'ait pas mélangé, comme ah mais c'est quelle. S'il y a une série de genre, 12, puis c'est comme ils sont toutes similaires, puis c'est mettons dur de savoir un peu quel est quel, mais on veut s'assurer qu'il y a le bon titre sur la bonne œuvre. Fait que c'est des façons aussi de rendre la vie plus facile. Puis c'est des bonnes pratiques à mettre en place. Puis finalement, mais il y a aussi l'authentification de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose que moi, je connais un peu moins. Mais je sais que ça existe. Il y a des certificats d'authentification que vous pouvez produire pour vos œuvres quand vous voulez les exposer ou les vendez. Je pense que ce serait surtout dans le contexte d'une vente, en fait, pour assurer à la personne à qui vous vendez l'œuvre que l'œuvre est authentique, puis c'est vraiment vous qui l'avez créée, dans le fond. C'est comme une façon de confirmer ce qu'elle sait, parce qu'on est vraiment dans une ère aussi avec genre l'intelligence artificielle, avec les genre réseaux sociaux, avec comme juste l'ère numérique en général, ce serait facile de faire des copies. C'est juste une façon ce serait une bonne pratique aussi pour s'assurer, dans le fond, que vous confirmez que c'est votre œuvre. Puis, ouais, aussi, juste d'identifier l'œuvre, peut-être en arrière ou comme selon ce que c'est. Si c'est une sculpture versus une peinture ou versus euh, une impression, il n'y a pas les mêmes standards, justement, même pour identifier les œuvres. En impression, c'est super important ça fait partie d'une édition, de numéroter, puis c'est comme toutes des choses qui vont comme aller vraiment pour identifier l'œuvre, puis le contexte dans lequel ça a été créé. Fait que, moi, je vous conseillerais toujours d'identifier à l'arrière ou comme selon le contexte, là, mais s'assurer qu'il y a l'information aussi dessus. Comme ça, il n'y a pas de problème après. On sait tout c'est quoi. Fait que c'est ça. J'en suis déjà à la foire aux questions. Fait qu'on on a survécu, on a fait ça ensemble. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses qui n'étaient pas claires que je peux clarifier. Je vais peut-être juste arrêter de partager mon écran pour vous voir. Allô? OK. Allô? Allô? Hello. Oui, bonjour. Bon, est-ce que vous m'entendez? Mhm. Oui, alors, donc bonjour à tous. Donc, moi, mon nom c'est Albi Fatou. Je suis du côté d'Edmonton et je fais de la photographie et du dolls art, qui est un art assez original et pas très connu encore. Ma question est relative à la documentation. Quelles sont les informations clés, les informations obligatoires, sinon les plus déterminantes à, à rajouter en dehors du nom et éventuellement le prix? Le médium, qu'est-ce que j'avais? J'avais une liste avec plein de choses. Souvent, dans les appels de dossier, ils vont vous le demander. Dans une liste d'images, il va y avoir le nom, mais les dimensions aussi, ça peut être assez utile, dépendamment du. C'est pas nécessairement le genre de choses qui va être exposé sur un cartel à côté de l'œuvre, mais pour nous, mettons, si jamais on a plusieurs œuvres de la même personne, puis là, des fois, la taille est vraiment une façon d'identifier quelle œuvre est laquelle. Parce que si c'est ça, c'est une série de peintures, puis tout est similaire, mais c'est juste la taille qui est différente, mais ça nous permet
d'identifier ça, tu sais, puis ça peut être, c'est ça, le médium, les matériaux utilisés. L'année D'accord. de production aussi peut être quelque chose d'intéressant à ajouter, comme particulièrement pour vous aussi à garder dans vos dossiers si vous créez, si vous répondez à un appel de dossier, ça permet à la personne qui reçoit le dossier aussi de voir l'évolution de votre travail. Et si vous avez des œuvres, par exemple, vous avez fait en 2015 puis versus en 2025, bien, on arrive à voir un peu l'évolution de votre travail. Puis ça, c'est une bonne pratique à faire parce que des fois, quand on a des grandes productions, après, on est est-ce que c'est cette fois-là que j'avais fait cette œuvre ou cette autre fois? Donc, vraiment de garder une bonne documentation avec le plus d'informations possible, quitte à ce qu'après, on fasse le ménage quand on l'envoie dans un appel ou d'un autre. C'est quand même une bonne pratique à avoir. Donc, je comprends que c'est très important. OK. Oui, pardon. Ah non, excuse-moi, j'allais juste dire, oui, c'est vrai, Louane, c'est vraiment un bon point, la date, j'ai pas pensé de le mentionner, mais oui, c'est quelque chose qui va souvent être demandé dans les appels de dossier, puis c'est vrai que si on l'écrit pas au fur et à mesure, qu'on garde pas des traces nous-mêmes, ben, on peut perdre un peu, on perd ces informations-là, au fil des années, là, fait que c'est vrai que ce serait une bonne pratique, ouais. D'accord, ok, donc je comprends que c'est important même aussi pour l'artiste pour l'archivage de l'artiste, oui, avant même de la. Ok, d'accord. Maintenant, ma toute dernière question, ce sera relatif au prix, à l'estimation du prix. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ou alors même Internet, il y a une possibilité il y a des outils ou des sites Internet ou bien des sites de référence qui permettent pour un nouvel artiste de se situer ou alors qu'il peut consulter pour avoir une idée de ce que coûte de ce que pourrait coûter pourrait être la tendance de ses prix. Parce que quelquefois, parce que nous, les jeunes artistes, nous sommes toujours dans le dilemme de rester dans le rationnel entre ce qu'on estime avoir dépensé et en même temps ne pas être trop disant ou trop peu disant par rapport aux œuvres d'autres personnes ou alors au risque d'être sous-estimé même par les visiteurs ou bien les personnes qui s'intéressent à notre art. On est souvent dans ce dilemme-là. Donc peut-être que s'il y a des œuvres des sites de référence ou alors d'autres outils. Ouais, ben, c'est une super bonne question. En fait, j'aimerais ça, avoir aussi un site que je parlais. Mais en fait, moi, un conseil qu'on m'a donné récemment aussi, c'était d'aller voir les galeries commerciales, d'aller voir, puis même des fois les sites web d'artistes, mettons, que je suis leur travail. Des fois, il va y avoir les prix des œuvres, ou c'est possible d'avoir une liste de prix. Puis ça peut donner une idée, en fait, de, justement, tu sais, c'est comme si on constitue, puis comparé à d'autres artistes, tu sais, peut-être que c'est des artistes un peu plus établis que nous, mais tu sais, ça donne quand même une idée comme, OK, ben en ce moment, mettons, au Canada, une sculpture de tel artiste se vend tant. Tu sais, fait que ça donne un peu une idée du milieu parce que, tu sais, nous, on est dans le réseau des centres d'artistes, on n'est pas dans les réseaux un réseau commercial. Fait que ça, on n'est pas, c'est pas vraiment dans nos compétences ou dans nos spécialisations, tu sais, mais je pense que c'est d'aller voir ces galeries-là, qu'est-ce qu'il y a en ligne, puis ça ressemble à quoi. Je sais pas si Loane, tu aurais d'autres pistes. Ben, je pense que c'est ce que tu dis, Camille, c'est vrai, là, se comparer un peu avec des artistes similaires dans la pratique ou dans l'expérience. C'est toujours une bonne pratique. Puis, tu sais, ça peut être aussi comme dans différents contextes. Tu sais, si vous allez dans disons, un marché artistique, bien là, tu sais, ça vous donne l'occasion de voir un peu. Mais si vous connaissez des gens qui ont des pratiques similaires au vote, posez des questions, des gens qui ont parfois plus d'expérience. Parce que l'affaire aussi, c'est que, en tout cas pour moi, personnellement, d'avoir une galerie où est-ce qu'on présente toutes sortes de médiums, de la sculpture, de la photo, de la peinture, c'est difficile de garder comme une idée sur chacun. Tu sais, par exemple, la peinture, je sais qu'il y a des artistes qui fonctionnent au pouce carré ou au pied carré pour établir les prix, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout pour la photographie. Fait que chaque technique a vraiment
ces façons plus spécifiques. Puis ça peut être justement, si vous avez un mentor ou quelqu'un que vous connaissez dans votre communauté de pratique qui a quand même plus d'expérience puis que vous savez qu'il y a eu des ventes, vous pouvez toujours aller demander des conseils pour avoir vraiment des conseils plus précis qui vont vraiment bien s'appliquer à votre propre pratique. D'accord. Merci, mesdames. Merci. Mais je pense aussi c'est tout le temps une question. Tu sais, il y a souvent un malaise par rapport à ça, par rapport à l'argent ou au prix ou comment est-ce qu'on charge. Puis je pense que c'est vraiment important d'oser en parler avec les gens autour de nous, tu sais. Puis on est une communauté aussi, puis on est là pour s'aider, puis s'épauler. Puis si on peut justement, tu sais, comme on disait, quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, tu sais, offrir des conseils ou, tu sais, juste un peu partager ces réflexions-là, je pense que c'est toujours positif, là. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Et merci pour la formation. Merci, Leslie. Ah, mais ça fait plaisir. J'espère que ça peut être utile un peu. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y avait Doris qui avait écrit une question dans le chat, le nom de ses compagnies, mais je ne sais pas de quelle compagnie elle parlait. Donc, C'est les compagnies d'expédition? Spécifique pour l'art. Je pense que tu parlais de Packard. Il y a Packard. Puis il y a... Oui, c'est pour le transport. Oui. C'était quoi l'autre? Je l'avais sur mon PowerPoint. Je vais juste vous le... Ah, merci, Loan. C'est ça, ils ont des sites, c'est même Packard. Ben, je suis allée justement cette semaine regarder, puis ils ont comme leur itinéraire, puis c'est quand même... Je trouve ça le fun de savoir que ça existe. Tu sais, je ne l'ai pas utilisé moi personnellement, mais je trouve ça le fun de savoir que ça existe puis que c'est une option aussi. Comme nous, en fait, à la galerie ici, c'est beaucoup des gens qui faisaient voyager des céramiques qui ont utilisé ces compagnies-là parce que souvent, justement, la céramique, c'est quand même assez fragile. Je ne ferais pas nécessairement confiance à Pluralator ou à FedEx pour les envoyer. Mais tu sais, par contre, des œuvres qui sont en 2D comme des peintures, une fois qu'ils sont bien protégées avec du papier bulle, puis ça, c'est une chose que Camille, je ne me rappelle plus si tu l'avais mentionné ou pas, mais aussi comme prévoyez de mettre justement des couches imperméables pour s'assurer que si l'emballage est mouillé, si vous avez une œuvre en papier particulièrement, pour être certain qu'il n'y ait pas de bris ou de détérioration de l'œuvre. Mais oui, donc, ces compagnies-là, c'est souvent des œuvres qui étaient comme beaucoup plus fragiles ou plus difficiles à emballer et à expédier qu'on avait reçu ici. Ouais, c'est un super bon point, là. C'est ça, genre de. Moi, je dis j'ai pas eu de problème avec Post Canada parce que j'ai surtout envoyé des choses à plat ou des choses dans des boîtes, mais c'était rien de fragile, justement, comme la céramique ou autre chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est rassurant de. Loan disait qu'il était. Ces personnes-là qui travaillent pour Packard, là, justement, venaient dans la galerie, puis c'était comme. Ils prenaient vraiment soin des œuvres, puis il y a des techniques, il y a des photographies, genre de comment ils manipulaient ça avec soin. Fait que c'est. Ouais. S'il y avait d'autres questions. Non. Ben, on est là. En tout cas, on peut vous donner nos. Ben, vous pouvez nous rejoindre à la Maison des artistes, là, l'adresse courriel, je peux la mettre dans le chat. Si jamais vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Puis au-delà de la télé aujourd'hui, si jamais vous pensez à quelque chose plus tard aujourd'hui ou demain, ben écrivez-nous, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi que je n'ai pas mentionné dans la présentation, mais on en parlait, Loan puis moi, cette semaine, c'est que si vous ne savez pas comment faire une chose ou si vous avez comme un doute, puis n'hésitez pas à demander. Vous avez besoin d'un conseil avec les gens avec qui vous travaillez, dans les centres d'artistes, dans les galeries, demandez-le, ou dites peut-être, je suis pas sûre, mettons tel système d'accrochage ou telle façon de l'installer ou ça, parlez-en, puis ça nous fait toujours plaisir de trouver des solutions avec vous. Si vous voulez nous écrire aussi un courriel à info, on peut vous partager aussi le PDF qu'on a présenté aujourd'hui. Je sais pas, parce que je sais pas. Je pense que dans les chats. Ah non, attendez, je peux vous partager.
vous envoie ça dans un instant. Donc, ça va être dans le chat. Puis je pense que vous pouvez facilement le télécharger ensuite, le sauvegarder si vous voulez avoir accès aux informations qui étaient dedans. Ouais, mais merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis j'espère que ça sera utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci Camille, merci Louane, puis merci tout le monde d'être là aussi. J'espère qu'on va continuer à faire ces petites rencontres plus souvent. Puis si jamais, je vais vous envoyer quand même un petit formulaire si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres sujets que vous aimeriez qu'on partage pendant des petits cafés, dîners, rencontres comme ça. On se ferait, moi, je ferais le plaisir d'aller chercher le monde. Puis là, c'est ça l'objectif, c'est de vous outiller aussi. Alors, si jamais vous avez des thématiques ou des choses qu'on peut aller chercher plus, alors ça me ferait plaisir alors, ça me fait plaisir vraiment que Louane et Camille ont accepté de faire ces petites rencontres. On s'essaye, puis là, on essaye de faire des choses ensemble pour les artistes, puis vous mettre ensemble et partager. Alors, s'il y a des sujets, si vous avez des questions, alors à la place de répondre à une personne, on aimerait faire ces petites rencontres, puis là, aller chercher plus de monde. Alors, on va voir l'enregistrement aussi. Si jamais vous connaissez d'autres artistes qui auraient voulu être là, puis qui n'ont pas pu, alors on peut partager. Puis vu que c'est vraiment court, alors c'est vraiment facile à aller à revoir la vidéo. On est toujours disponible pour vous. Puis merci d'être là, tout le monde. Merci Cava et merci Camille et Louane. Ça fait plaisir. À bientôt. Puis on est sur la rouverte. Là, vous avez le lien si vous voulez venir nous voir. C'est nos bureaux virtuels. Fait qu'on est là des fois. Souvent. Merci bien. Merci. Bon Bonne fin de après-midi. semaine, mesdames Bye. et monsieur. Bye, bonne fin de journée. Bye. Je vais aller. Arrêtez l'enregistrement. Ouais.